Merci d'être là. Je pense que vous savez tous que cette activité se fait dans le cadre de la nuit de la philosophie, qui elle-même se fait dans le cadre de la journée mondiale de la philosophie. Tous les troisièmes jeudis de chaque année, du mois de novembre de chaque année, l'UNESCO a décidé que c'était la journée de la philosophie. Donc voilà la raison pour laquelle on a créé cette nuit de la philo pour rassembler toutes les personnes qui s'intéressent à la philosophie, de manière à pouvoir partager, rassembler la diversité et voir de quelle manière la philosophie peut nous être utile. Je dois remercier Angela qui nous a fait une super conférence juste avant. Quelques-uns étaient à la conférence précédente. Oui. Oui. Vous pouvez imaginer mon désarroi parce que je devais faire la même conférence qu'elle. Tout d'un coup, je me dis, il va falloir que je navigue. Je vais donc pas forcément marcher sur les plates-bandes d'Angela. Je vais aborder les choses d'une manière un petit peu différente. De toute manière, avec l'art, on a de quoi faire. Hein. L'art est peut-être un des sujets les plus complexes et qui fait couler le plus d'encre. Enfin, qui en fait plus trop couler maintenant, parce qu'il y a un certain tabou sur l'art. Des goûts et des couleurs, on n'a pas trop le droit d'en parler, au risque de déplaire. Donc là, je vais m'engager sur un terrain risqué. Je risque de ne pas forcément plaire à tout le monde. Mais c'est le lot des philosophes. Hein. Vous savez, dans l'histoire, les philosophes n'ont jamais plu à tout le monde à leur époque. Ça leur a coûté de temps en temps. J'espère que ça ne me coûtera pas trop ce soir. Bien. Je vais aborder le sujet de, finalement, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qu'être artiste, mais à travers ce qu'on peut appeler une branche de la philosophie qui est la métaphysique. Aujourd'hui, on dit que la métaphysique est une branche de la philosophie, alors que pour Aristote, c'était la philosophie première. D'une certaine manière, on comprend maintenant que la philosophie, aujourd'hui, depuis la modernité, finalement a fait le deuil de la métaphysique. Et en faisant le deuil de la métaphysique, elle a fait le deuil de l'être, elle a fait le deuil de la conscience, elle a fait le deuil des causes et des finalités humaines, c'est-à-dire qu'en supprimant la métaphysique de son champ de réflexion, d'étude, elle fait l'impasse sur un certain nombre de notions qui sont fondamentales pour la philosophie première, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que l'homme? D'où venons-nous? Et où allons-nous? C'est-à-dire, quelle est la raison d'être de l'être humain sur Terre? À quoi sert que nous soyons là? À quoi sert que nous soyons nés? À quoi sert que nous vivions un temps donné? La science ou la philosophie moderne s'avance pas trop sur le sujet. Ayant fait le deuil de la métaphysique, le deuil de l'être, etc. Moi je pense, et disons, la démarche qui nous intéresse dans l'association que je représente, qui est l'association Nouvelle Acropole, école de philosophie à la manière classique, c'est de réintroduire la dimension métaphysique dans la philosophie. C'est un point de vue. Bonsoir.
un élément important de la philosophie à la manière classique, c'est son éclectisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à l'étude des philosophes occidentaux, modernes en particulier, mais on s'ouvre à toutes les cultures du monde. Parce qu'il y a eu des philosophes ailleurs qu'en Europe. Je ne sais pas si vous savez. Et il y a eu des philosophes très intéressants ailleurs qu'en Europe. En Orient, en Extrême-Orient, en Afrique noire, en Amérique latine, partout, il y a eu des philosophes qui ont réfléchi aux mêmes questions. C'est-à-dire, d'où venons-nous? Où allons-nous? À quoi sert la réalité? Donc il est intéressant d'avoir d'autres points de vue. Et d'avoir une vision à 360 degrés de ces mêmes problèmes nous enrichit de manière assez extraordinaire. Parce qu'on va découvrir que dans certaines philosophies, les choses sont très claires. Tout à l'heure, on abordait certaines questions à travers Hegel. Et en général, je disais qu'on a un problème avec Hegel, c'est qu'on ne sait pas s'il a voulu nous expliquer quelque chose, parce qu'on ne comprend rien. Dans la philosophie première, on part du principe que l'idée n'est pas de dire les choses, mais d'être compris. C'est un point de vue. L'avantage de dire les choses pour être compris, c'est qu'on peut discuter. Quand on n'est pas compris, on peut passer pour un génie. Mais le débat est clos. Bien. L'éclectisme, donc. Un deuxième élément qui est important et qui est tabou dans la philosophie, et je dirais même dans la culture occidentale moderne depuis un certain temps, c'est une des particularités de notre modernité. Une des particularités, c'est que l'être humain est considéré comme ayant atteint le sommet de son évolution. Vous vous êtes rendu compte? Tout ce que l'on peut faire évoluer aujourd'hui, ce ne sont pas nos enfants, ce sont nos machines. Je dis ça en forme de blague, mais la notion d'éducation à la manière classique, c'est-à-dire faire émerger le meilleur de soi, ne semble pas quelque chose de très utile pour les sociétés de consommation que sont les nôtres. Donc on a un problème, c'est que on ne considère pas que l'être humain puisse accéder à d'autres niveaux de conscience. On nous maintient dans un niveau d'inconscience qui profite évidemment, comme disait Platon, au maître de la caverne. J'espère une fois que je ne vais pas me faire trop d'ennemis. Si je vous dis cela, c'est parce que on ne peut pas parler d'art sans parler de l'homme. Angela l'a dit tout à l'heure, l'art est spécifique à l'être humain. Les animaux ne décorent pas leur petite maison avec des objets d'art. C'est quelque chose de typiquement humain, ce qui ne veut pas dire que les animaux font des choses pas belles. Mais ils le font instinctivement, poussés par une force de la nature. Ce n'est pas une décision consciente de leur part. Nous faisons de l'art. Donc c'est quelque chose d'humain. Et comment comprendre l'art si on ne comprend pas l'homme? Non, la première des choses consiste à dire c'est quoi l'être humain pour comprendre quelle est l'utilité qu'il va faire de l'art. Pour la métaphysique, pour la philosophie métaphysique, l'être humain est en évolution. Ça veut dire qu'il peut être
moins évolué ou plus évolué. Et ça touche essentiellement la notion de conscience, sujet qui a été traité par de très nombreux philosophes partout dans le monde. La conscience. Une conscience limitée nous fait percevoir notre petit environnement. Une conscience élargie nous fait voir le tout. On comprend que la connaissance véritable est liée à la conscience. D'où l'idée qu'il faut faire évoluer la conscience. On va rejoindre un certain nombre de philosophes, dont Plotin, dont vous parliez tout à l'heure. Plotin, comme Platon, qui considère que l'art est un moyen pour élever le niveau de conscience des individus et des collectivités. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, l'art nous donne accès à l'archétype du beau. On verra qu'une des définitions que la métaphysique donne du beau, c'est un des principes de la nature. Le beau est un principe de la nature. Autrement dit, que nous existions ou pas sur cette planète, le beau existe. Le beau est, EST. Il fait partie de l'être du monde. Le beau, mais on l'a vu aussi, il y a le bon comme principe universel. Le beau, le bon, un troisième, le vrai, et un quatrième, le juste. Et ces quatre, quand ils sont reliés, donnent le bien. Donc ce qui est beau, dans la pensée des philosophes classiques, ce qui est beau est forcément en même temps bien et forcément en même temps juste, parce que ce qui est beau est harmonieux, est équilibré, donc c'est juste, c'est forcément bon, et c'est forcément vrai. Et on peut les mettre dans tous les sens. Le vrai est beau, bon est juste, le juste est vrai, bon, etc. Donc on comprend ce que tout à l'heure Angela nous disait, c'est que l'accès au beau, c'est ce que Plotin considère, l'accès au beau, c'est en réalité l'accès à l'être. C'est l'accès à la vérité. C'est l'accès à la réalité. Qu'est-ce que la réalité? C'est ce qui contraste avec l'illusion. Et vous savez que dans de très nombreuses traditions du monde, ce monde est illusion. Ça ne nous paraît pas, mais comme nous sommes nous-mêmes des illusions, illusion avec illusion, ça ne fait pas illusion. On a l'impression que c'est réel. Mais en réalité, même la science considère que ce monde-là est une grosse blague. C'est une blague, c'est une illusion. Si on arrête le mouvement des électrons autour des noyaux, si on arrête le mouvement brownien de la matière, l'univers disparaît. C'est le mouvement, finalement, qui fait, entre autres, qui fait que tout nous semble exister. Mais en réalité, vous arrêtez le temps, et tout disparaît. Donc nous sommes dans une vaste illusion. Platon, la caverne... Hein. Ce monde illusoire, qui est quand même pas si mal, hein, parce que quand on le regarde, c'est beau, c'est juste, c'est harmonieux. En fait, ce que la philosophie métaphysique nous dit, c'est que ce monde-là est une expression, est une matérialisation, est une cristallisation des archétypes dont on parlait tout à l'heure, le beau, le bon, le juste et le vrai. Autrement dit, une chose est belle si elle capte la beauté, plus ou moins. Les choses belles sont celles qui captent plus
l'archétype de la beauté. Il faut donc faire une différence entre la chose elle-même, parce que la chose n'est pas belle en soi, elle est belle parce qu'elle porte, parce qu'elle contient le beau absolu, une part du beau absolu. On va revenir un petit peu sur ces idées. Pour rester dans cette perspective, les sociologues, en étudiant l'évolution des sociétés, sont à peu près tous d'accord pour nous dire, avec Henri Corbin en particulier, que certains sans doute connaissent, qu'on assiste, depuis la Grèce, depuis Mycène, depuis la Crète, depuis ces périodes très reculées de l'histoire jusqu'à l'époque moderne, on assiste à une suite de ruptures qui s'inscrivent dans une désacralisation progressive des choses. Une démythologisation, une désacralisation. Autrement dit, à mesure que l'on avance dans le temps, on voit qu'il y a un réductionnisme progressif. Auguste Comte a voulu nous faire croire qu'avant c'était moins bien et que maintenant c'est mieux. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu Auguste Comte, il y avait les civilisations mythologiques qui confondaient la réalité avec leurs rêves. C'était au début de l'humanité, les pauvres, ils ne savaient pas très bien. On est sorti de cette époque primitive mythologique pour arriver à une période plus intelligente, c'est une période religieuse. On est passé du mythe à la religion. C'était pas mal, mais bon. C'était un peu infantile, hein, croire qu'il y a des dieux partout, enfin bref. Heureusement, avec l'évolution, on est passé à la religion, à la philosophie, qui permettait de remettre en question, de réfléchir sur tout ça, et on a évolué. Et puis la philosophie n'étant pas suffisante, on est arrivé au terme de l'évolution aujourd'hui, enfin à son époque déjà, aujourd'hui, qui est l'époque scientifique. Les anthropologues aujourd'hui, depuis un certain temps, se rendent compte qu'il n'y a pas eu évolution en réalité. Il y a eu perte progressive des éléments. On a perdu la mythologie, on a perdu la religion, on a perdu la philosophie, il ne nous reste plus que la science, et même pas la science, la technologie. Puisque la plupart des philosophes sont d'accord pour dire que la métaphysique est devenue la préhistoire de la technique. Ça, bien. Vu que le temps m'est un petit peu compté et que j'aurai beaucoup de choses à vous dire, surtout que j'aimerais que ça débouche sur un minimum de compréhension et de débat, pourquoi pas. Pour faire simple, ces ruptures, on va partir de ce que l'on appelle l'art symbolique ou l'art mythique. Imaginez l'Égypte ancienne, la Crète, Mycène, la Chine, l'art d'Afrique noire, les civilisations mésoaméricaines, les Mayas, les Toltecs. Ces formes d'art sont dites symboliques. Quelle était la définition, quelle serait la définition de l'art dans ce contexte-là? Pour ces civilisations, l'art a une finalité, c'est de mettre l'homme en relation, en contact, en dialogue avec l'invisible. Alors nous, ça nous choque un petit peu, parce qu'on prend ça pour
des balivernes. Mais attendez, lorsque l'on étudie les textes, notamment pour l'Égypte ancienne par exemple, ces gens-là considèrent que la valeur de l'artiste consiste à être capable de faire émerger la puissance de la divinité dans sa statue, de manière à ce que le prêtre puisse avoir un dialogue un peu chamanique. Un peu chamanique. C'est cet art aussi druidique. C'est comment peut-on discuter, dialoguer, échanger, commercer avec l'invisible. Alors, beau, pas beau, c'est pas le problème. C'est l'efficacité, l'efficience de l'art comme passerelle entre le visible et l'invisible. C'est la figure de Merlin. Merlin l'Enchanteur. Bien. Première rupture, l'époque classique. L'époque classique, imaginez l'Apollon du Belvédère, imaginez l'art grec. Là, on ne se préoccupe plus du contact avec l'invisible. C'est la première laïcisation de l'art, où il y a une rupture avec cet invisible. Et là, dans l'art classique, ce qu'on va essayer de faire, c'est de représenter la beauté, cet archétype, dans les choses. C'est-à-dire que une statue grecque ne représente pas un homme ou une femme, elle représente la beauté dans l'homme ou dans la femme. L'idée, c'est qu'à travers l'œuvre d'art, le spectateur puisse rentrer en contact, non pas avec l'objet, mais en contact avec le principe même de la beauté. Et ce faisant, de la bonté, de la justice. Et ce contact avec le beau l'ennoblit, le purifie, le grandit, puisqu'il y a une certaine réponse mutuelle entre l'art, ce qu'il représente, la beauté qu'il représente, et l'être humain. D'où l'idée que l'art classique est un art qui a une vocation pédagogique. L'art a une vocation pédagogique. Comment élever l'âme humaine pour qu'elle soit en contact avec les archétypes, avec le beau, le bon, le vrai et le juste. Et ceci a évidemment une connotation politique, puisque plus on a des âmes élevées, plus on aura une société qui sera belle, plus on pourra faire civilisation. Parce qu'avec des êtres humains qui sont tous bons, beaux, justes et vrais, on fait une société où il n'y a pas de manif tous les jours, de contestation, on arrive à s'entendre. C'est le principe de la sagesse. Philosophia, l'amour de la sagesse, c'est ce qui conduit à cette possibilité d'être des êtres de qualité, des hommes et des femmes de qualité. Si j'insiste un tout petit peu là-dessus, c'est comme je disais tout à l'heure, nous avons renoncé à qualifier les êtres humains. Mais comme les philosophes nous disent que l'on ne peut avoir accès au beau qu'en élevant la conscience, en élevant l'âme, si on n'a pas les structures pédagogiques qui permettent cette élévation de l'âme, on ne sera jamais en contact avec le beau, avec le bon, avec le vrai et avec le juste. C'est pour ça que dans les sociétés traditionnelles, ils avaient des écoles de philosophie. Mais pas des écoles de philosophie spéculatives, intellectuelles. Les écoles de philosophie à l'époque étaient des écoles pour apprendre à vivre. C'était des écoles pour apprendre à vivre bien avec soi, avec les autres, avec la nature et avec l'histoire. Ces écoles de philosophie qui pouvaient même être des écoles des mystères. C'est-à-dire des écoles dans lesquelles on amenait les individus par tout un travail de type, excusez-moi le terme, initiatique, à élever la conscience.
et par conséquent à voir les choses autrement. Parce qu'en prenant de l'altitude, la conscience voit les choses autrement. La conscience voit la globalité. Et c'est que quand on a une perception de la globalité qu'on peut s'inscrire dans l'unité des choses. Nous avons fermé les écoles des mystères, on a fermé les écoles de philosophie classique. C'était à la période du Moyen-Âge, parce qu'il y avait des écoles de philosophie. À Lausanne, dans la cathédrale, il y avait une école de philosophie. Il y avait l'école de Chartres, il y avait l'école de Paris, mais on les a fermées. Pourquoi? C'est pas le moment d'en parler. Mais on peut imaginer pourquoi. En faisant rapidement, on passe, donc deuxième rupture, première rupture, hein, le classique, il n'est plus question de vouer un culte au réel, c'est-à-dire à la vérité, à travers le contact avec l'invisible, qui nous met en rapport avec les choses telles qu'elles sont, avec l'essence des choses. Première rupture, on n'est plus en contact avec l'essence des choses, on essaye de percevoir à travers l'œuvre d'art les archétypes de manière à pouvoir éduquer l'âme humaine et construire une société harmonieuse. Ça va jusque-là? Donc éducation. Rupture suivante, c'est le romantisme. Je fais vite parce qu'il y a eu le Moyen-Âge entre deux. Le Moyen-Âge est une forme de retour. Parce que, contrairement à ce que Auguste Comte a voulu nous faire croire, l'évolution des sociétés n'est pas linéaire. Enfin, je pense que maintenant c'est à peu près clair pour tout le monde, c'est que l'évolution des civilisations, des sociétés humaines n'est pas linéaire. L'évolution, elle est cyclique. C'est à des moments où tout va bien, et puis à un moment donné, amnésie, la société a l'air de sombrer dans une espèce de bêtise incroyable. Hein, quand on pensait au Moyen-Âge que la Terre était plate, qu'il y avait 4 anges aux 4 coins, et puis le grand bon Dieu avec sa barbe qui tenait tout ça, que tout ça c'était au centre du monde, évidemment. On a zigouillé un certain nombre de philosophes qui ont prétendu que c'était pas vrai. Giordano Bruno, hein, par exemple. Mais vous savez que 2000 ans avant, 1500 ans avant, on savait pertinemment que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tout oublié. Et on est tombé dans une barbarie absolument incroyable. Il a fallu attendre la Renaissance pour qu'on récupère les enseignements et se dire sortons de cette période noire, entre guillemets. On pourrait en discuter hein, sur le Moyen-Âge comme période noire. Ce n'est pas aussi tranché. Donc il y a eu le Moyen-Âge qui est une forme de reprise de l'art symbolique. Juste une petite, j'insiste un tout petit peu sur la notion de symbolisme. Parce que tout à l'heure je vous disais que l'art symbolique permettait le contact et l'échange, le dialogue avec l'invisible. Le langage qui permet ce dialogue, c'est le langage symbolique. C'est le langage des symboles. Symbole qui veut dire ce qui permet de transporter, de passer une révélation qu'il n'est absolument pas possible d'obtenir par d'autres moyens. Ni par les sensations, ni par les émotions, ni par les sentiments, ni par la raison. Non, uniquement par l'intuition. Et l'usage de la pensée symbolique. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, la pensée symbolique n'existe plus. Nous ne savons pas, nous n'avons pas l'usage du langage symbolique. Et pourtant, c'est le langage qui nous permet de dialoguer avec la nature, parce que le langage symbolique, c'est le langage de la nature. Une petite explication là-dessus ? Souvent, on pense que ce sont les êtres humains qui ont inventé les symboles. En réalité, non.
Les humains ont emprunté l'alphabet symbolique de la nature. Par exemple, un cercle, c'est un symbole. C'est le symbole de quoi? Ben, partout, dans toutes les populations du monde, le cercle représente la totalité, le tout. Parce que c'est la forme qui peut contenir toutes les autres formes, et avec une ficelle, si vous voulez contenir un maximum d'espace, ben vous ferez un cercle. Donc le cercle, c'est le tout. Dans toutes les civilisations du monde, vous voyez un cercle, vous pouvez être sûr que c'est la représentation du tout. Si, dans ce cercle, vous mettez un point au milieu, vous avez un symbole universel, encore une fois, et les gens ne se sont pas téléphonés d'Afrique en Amérique ou ailleurs pour se mettre d'accord. Si vous mettez un point au centre, vous avez le symbole de Dieu, du divin. Pourquoi? Parce que pour tous ces gens-là, le point n'existe pas. On est d'accord sur l'idée qu'un point, ça n'existe pas? Si je fais un point au tableau, ça ressemble à un point, mais ça n'est pas un. Si vous prenez un microscope et que vous regardez le point que j'ai fait au tableau, c'est l'Everest. Un point n'a pas de dimension. Sinon, ce n'est pas un point, c'est une surface. Quelque chose qui n'a pas de dimension, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est ce qui n'existe pas, à égale distance duquel tous les points de la circonférence se trouvent. C'est magique. Vous enlevez le point du centre, point qui n'existe pas, vous l'enlevez, et il n'y a plus rien qui permet d'être à égale distance. Le cercle éclate. Ce point dans le cercle, pour les civilisations du monde, c'est le symbole de la divinité qui n'existe pas, qu'on ne voit pas, mais qui fait que tout existe. Et ainsi de suite. Le triangle, le carré, le pentagone, tout a une signification du même ordre que ce que je viens de vous dire pour le cercle. Mais un chien, c'est aussi un symbole. Si vous étudiez les mythologies du monde, vous allez voir que le chien, il a toujours le même rôle dans toutes les traditions du monde. C'est Cerbère qui est à l'entrée du Hadès, qui garde l'entrée entre le monde des vivants et le monde des morts, en Égypte. Anubis, le chien chacal, qui amène le défunt du monde des vivants au monde des morts. On pourrait même aller en Amérique précolombienne. Ils n'avaient pas le téléphone pour téléphoner aux Égyptiens. Xolotl. Xolotl, c'est dans la tradition mexicaine, le chien qui est à la porte du monde des enfers. Le chien, c'est aussi le guide des aveugles, celui qui nous amène dans le noir, celui qui nous guide dans le noir, dans l'invisible. Vous voyez? L'arbre est un symbole universel. Donc, vous comprenez que ces éléments ne sont pas des inventions humaines. On a emprunté à la nature des formes, des objets qui portent en eux-mêmes une signification. Et c'est grâce à ce langage qu'on peut dialoguer avec la nature. On peut discuter avec elle, parce qu'on connaît la grammaire, on connaît la syntaxe symbolique. Bref, je disais ça parce que le fait d'avoir perdu le langage symbolique nous a par conséquent coupé du monde invisible. On n'a plus la possibilité de dialoguer avec la nature, avec les arbres, avec les feuilles qui tombent, avec la pluie qui tombe, avec les hirondelles qui volent. On n'a pas de langage. C'est du chinois. Enfin. Que se passe-t-il maintenant avec la rupture suivante, romantisme? Juste, excusez-moi, je disais que le Moyen-Âge avait récupéré l'utilisation des symboles pour représenter dans les icônes, dans les représentations, la puissance divine, etc. Et avec la Renaissance, on récupère la tradition classique, hein, puisque avec la Renaissance,
Léonard de Vinci, Botticelli, Raphaël, etc., vont tenter de refaire exactement ce que faisaient les Grecs, c'est-à-dire d'exprimer dans la nature la beauté universelle, de manière à ce que le spectateur puisse enfin pouvoir avoir cette relation avec un beau qui n'est pas accessible autrement que par la représentation artistique. On arrive au romantisme. On continue dans la désacralisation, dans la perte progressive de ce que Henri Corbin appelle la catastrophe métaphysique de l'Occident. C'est pour lui. Avec le romantisme, il ne s'agit plus ni de contacter les dieux, ni de se mettre en rapport avec le beau universel, ni de s'éduquer pour élever l'âme. Ce qui est important, ce qui est devenu important, on a vu tout à l'heure, avec l'irruption de l'esthétique et du goût, c'est l'œuvre d'art doit plaire. Elle doit faire plaisir. Si ça me fait plaisir, si j'ai une émotion positive, c'est beau. Si c'est pas beau, si j'ai pas cette émotion, c'est pas beau. Donc là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus individuel et qui doit toucher l'émotionnel. Ça va ? Et là, c'est le début des problèmes. Parce qu'évidemment, puisque l'harmonie n'est plus empruntée à un ordre cosmique, à un ordre supérieur, comme c'était le cas avec les Grecs et avec la pensée symbolique, puisque l'harmonie n'est plus empruntée à un ordre cosmique supérieur, mais à une harmonie qui est l'expression de la propre personnalité de l'artiste, alors à ce moment-là, chaque artiste peut présenter son harmonie à lui. Et ça va être la porte ouverte à la modernité, c'est-à-dire avec le conceptualisme, avec l'idée que chacun finalement est artiste. Et quoi que vous fassiez, si vous décidez que c'est de l'art, ben personne n'a le droit de vous contredire. On ne peut pas vous contester ça. D'où le tabou de la réflexion actuellement sur l'art, c'est que il n'y a rien à dire. C'est beau, quelqu'un d'autre dit c'est pas beau, vous prenez parti, surtout pas. Surtout pas, parce que chacun a le droit de trouver beau ou pas beau. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'universalisme. On arrive à la rupture suivante. Où là, il fallait encore produire quelque chose. Avec la modernité, on n'a même plus besoin de produire quoi que ce soit pour faire de l'art. Je crois que c'est Marc Jiménez qui dit « L'artiste est devenu un doigt ». C'est-à-dire, il désigne la chose, et la chose devient une œuvre d'art. Marcel Duchamp, il prend une pissotière, quand il y a un mot plus élégant. Une urinoir. Merci. Il prend un urinoir dans un truc public, et il le met dans une galerie, et il dit c'est une œuvre d'art. Et ça devient une œuvre d'art. Donc, l'art n'a plus besoin ni d'être beau, ni d'être esthétique. Chacun a le droit de décider de ce qui est artistique ou pas. Alors après, évidemment, si vous devez vous décider face à une œuvre d'art moderne, savoir, vous, si c'est une œuvre d'art, ça va vous poser problème. Moi, ça m'est arrivé une fois, à Lyon, il y avait une galerie d'art, et puis je regarde par la vitre, parce que c'était fermé, c'était un dimanche, il y avait un gros tas de gravats au milieu, avec une pelle, et j'étais perplexe. Est-ce que c'est une œuvre d'art, ou est-ce qu'elle est en
En rénovation. Personne ne me l'a dit. Le problème, c'est que il faut qu'on vous dise qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art pour que vous le sachiez. Alors, bien sûr, si elle est dans une galerie, il y a de fortes chances. Enfin, sauf si la galerie est fermée. Si elle est dans une galerie, il y a des chances pour qu'elle soit de fait désignée comme œuvre d'art. Mais si elle n'est pas dans la galerie, ça pose problème. Vous imaginez, vous allez dans des urinoirs publics et puis vous mettez en extase devant les... C'est rare de voir des gens qui se regroupent autour des toilettes. Oui. Alors, quelle réflexion va-t-on tirer de tout cela? En tant que philosophe, évidemment, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a différents types d'art. Le problème, c'est qu'on a gardé le même mot pour des œuvres qui n'ont pas ni la même définition, ni la même finalité. Heureusement que ça ne marche pas comme ça à la cuisine, parce que c'est des couteaux, la fourchette et le verre. Si tout avait le même nom, ça serait compliqué. Il faut pouvoir distinguer, évidemment, l'art symbolique de l'art classique, etc., etc., pour pouvoir se dire que c'est une œuvre d'art. À part ça, chacun a le droit d'aimer ou pas aimer ce qu'il a envie d'aimer ou pas aimer. Mais ce que nous rappelle la philosophie métaphysique, c'est que nous avons une sorte de devoir moral d'élever notre conscience. Parce que de quel droit va-t-on pouvoir dire telle chose est vraie ou fausse si on n'a pas le niveau? Je prends un exemple. Un mathématicien va voir au tableau une formule mathématique, il va tomber en pâmoison devant la beauté de la formule mathématique. Mais moi, non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été amené à apprécier les mathématiques, la logique, la cohérence, la beauté de la formule. Et parfois même, une idée peut vous faire tomber à la renverse, parce qu'elle est belle. Parce que la beauté n'est pas seulement physique. Et tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait il y a des choses qui ne sont pas belles, mais qui nous touchent. Ouais. Dans l'art symbolique, les choses ne sont pas forcément belles, mais elles expriment quelque chose, elles transmettent quelque chose. Donc, au bout du compte, ce qui nous intéresse, nous, en tant que philosophes et en tant qu'école de philosophie, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour petit à petit élever son niveau de conscience, pour avoir une perception chaque fois un peu plus large, donc chaque fois un petit peu meilleure, un petit peu plus juste, un petit peu plus vrai. Et il n'y a pas de fin. Dans 6 mois, vous avez un diplôme de sage définitif. Non, c'est très progressif. Mais c'est un apprentissage. Et ça, c'est le grand tabou de l'Occident. On est tous égaux, il n'y en a pas un inférieur à l'autre. Moi, je suis désolé, j'enfreins le tabou. Et je dis, oui, nous sommes tous différents, et il y en a qui sont supérieurs à d'autres. Sur certains plans, pas sur d'autres. Mais vous imaginez ce que serait fade, une société où on serait tous pareils. De qui apprendrait-on quoi que ce soit? Et à qui pourrait-on transmettre une expérience? Non, nous sommes tous différents. Mais ce qu'il faut comprendre, à travers la philosophie classique, c'est que si nous sommes tous différents, nous pouvons tous passer la petite marche qui nous manque pour nous hisser, pour être un petit peu meilleur aujourd'hui qu'hier, sachant que je suis aujourd'hui un petit peu, être demain un peu meilleur qu'aujourd'hui, sachant que je suis aujourd'hui un petit peu meilleur qu'hier. C'est tout le processus de l'évolution. On ne peut pas penser l'art sans cette nécessité d'avoir, comme disait Plotin, une âme sensible. Il faut avancer sur l'acquisition progressive de la sensibilité de l'âme, pas des émotions, pas des raisonnements,
de l'âme, c'est-à-dire cette intuition métaphysique, cette intuition esthétique qui fait que petit à petit nos goûts changent. Nos goûts changent à mesure que on s'instruit, à mesure qu'on développe une culture, à mesure qu'on élève notre conscience. Quelle heure est-il? Je vais arriver à une conclusion. Juste pour étayer un tout petit peu ce propos. Lorsqu'on étudie les philosophies d'Orient, notamment, parce qu'elles sont beaucoup plus précises et plus claires que la plupart de nos sciences psychologiques occidentales, on découvre que l'homme est en réalité un être multiple. Chacun d'entre nous est composé de plusieurs choses. En général, les philosophies nous disent que nous sommes composés de 7 choses. Nous avons un corps physique, nous avons un corps énergétique, nous avons des émotions, nous avons un mental qui raisonne, qui calcule, nous avons une intelligence qui est au-dessus du mental qui calcule, c'est l'intelligence. Nous avons la capacité d'être intuitif et d'être imaginatif, d'avoir de l'imagination, ce qui est au-dessus de la raison raisonnante, au-dessus de l'intelligence. Bref, nous avons différents outils intérieurs. Mais est-ce que nous les utilisons? Face à une œuvre d'art, lequel d'entre tout cela réagit en priorité en vous-même? Vos émotions? Votre raisonnement? L'émotion, c'est « j'aime ». Le raisonnement, c'est dire « intéressant ». C'est la réflexion. C'est beau? Ouais, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? On pourrait partir de l'idée qu'une œuvre d'art devrait se passer d'explications. On devrait. Mais apparemment, il y a des expressions artistiques qui nécessitent. C'est un peu comme les dessins, les bulles, les dessins animés, là, comment on appelle ça, les bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées où il y a des bulles, parce qu'il faut qu'on sache ce qu'il est en train de dire. Il y a des dessins où il y a même besoin de bulles, parce qu'on comprend tout de suite. Donc, est-ce que c'est votre raisonnement qui va vous faire dire « Ah, c'est beau, parce que là, je me creuse la cervelle pour comprendre ce qu'il a voulu dire. » Et pourquoi pas? Je ne suis pas en train de critiquer. C'est Guernica, je veux dire, les œuvres qui nous interpellent, pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est de l'art au sens premier, au sens deuxième, au sens troisième? Il suffit juste de se décider, de savoir où est-ce qu'on le classe. Hein. Et puis, au-delà de cette réaction intellectuelle, on peut avoir une réaction par ce que Kant et Bergson appellent la raison pure, hein, c'est-à-dire cette raison qui capte les choses sans qu'on ait besoin de les justifier par le plaisir, par la compréhension. Non, je capte. Est-ce que c'est cette intelligence-là qui fonctionne spontanément en vous? Est-ce que tout d'un coup, vous allez voir, et ça va vous ébranler, parce que c'est même au-delà de l'intuition. Moi, j'aime bien la blague qui dit « Les chiens ne contemplent pas les étoiles incomestibles. » D'accord? Mais il y a des gens qui, quand ils regardent le ciel, ça ne leur fait pas grand-chose non plus. Il y en a d'autres, ils regardent le ciel, ils disent, mais comment c'est possible que ce soit aussi grand? Enfin, vous voyez, les niveaux d'émotion. Et puis il y en a d'autres qui peuvent, en regardant le ciel, tomber à la renverse. Et se dire, je fais partie de ce tout. Je rentre en sympathie avec l'ordre cosmique. Il se passe quelque chose, je me cosmise, entre guillemets. Je prends une dimension. Et cette révélation, elle peut aussi venir. Mais comment passe-t-on d'une réaction, comment dirais-je, immédiate, spontanée, une réaction affective, émotionnelle, une réaction
sensuelle, une réaction intellectuelle, une réaction, comment dirais-je, intuitive, ou par l'éducation. Par l'éducation. Par l'éducation. Et si vous n'avez pas été éduqué, ben éduquez-vous. Si vous l'avez déjà été, continuez. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de structure qui nous aide à faire ce travail d'élévation de la conscience. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'école de philosophie à la manière classique. Nous en sommes une, c'est le boulot qu'on essaye de faire. Mais je pense qu'on va être copié, on n'a pas le copyright. Pourquoi pas? Mais vous comprenez cette histoire qui était déjà dans l'idée de Socrate, la maïotique. Comment faire émerger le meilleur de soi pour avoir une perception, comment développer les outils intérieurs de perception pour voir mieux les choses, pour voir plus clairement, pour avoir accès aux essences des choses. C'est l'idée. J'ai un livre qui est en préparation qui s'appelle « L'essence de l'art ». Les, plus loin, sens de l'art, mais on comprend aussi que c'est l'essence de l'art. Malheureusement, il va falloir encore un petit peu de temps pour le finir. Il sortira, j'espère, d'ici quelques mois. Mon éditeur l'attend, mais voilà. En tout cas, Fenêtre, y a-t-il des questions? On peut prendre 2-3 minutes pour des questions? Allez. Ou pas, hein, c'est pas une obligation. Ou réflexion, oui. Vous avez dit que l'art symbolique s'était arrêté, en tout cas quand il y avait l'art classique, mais est-ce que dans l'art classique, il y avait quand même beaucoup de ces représentations des dieux, et puis tout l'art qu'on mettait dans les temples, est-ce que c'était pas encore de l'ordre symbolique? Tout à fait. En réalité, on n'a jamais totalement perdu le symbolisme. Aujourd'hui encore, dans la pub, on l'utilise à fond. On va utiliser les couleurs symboliques pour vendre plus. C'est l'utilisation du symbole et sa dimension. Dans l'art grec, il sera beaucoup moins utile et utilisé comme vecteur d'évolution et de contact avec le divin. Et puis par la suite, il va se réduire à finalement un objet de marketing, un langage de marketing aujourd'hui. Donc il y a un réductionnisme progressif. Oui. Je me demandais, il n'y a pas aussi, au-delà de, dans l'art symbolique, cette envie d'être en contact avec le divin, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'art en général, maintenant et depuis tous les temps, une envie d'être en contact avec quelque chose qu'on pourrait appeler notre inconscient, je veux dire découvrir notre inconscient, ou notre préconscient si ça ne va pas jusqu'à l'inconscient? Tout à fait. Tout à fait. Là, ce que je vous ai fait, c'est une grosse caricature des choses. En réalité, c'est pas aussi tranché. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'art classique quasiment, qui ont cette intention de faire un art chamanique, un art classique, un art symbolique. Il y a. Mais j'entends par là l'évolution de l'art au niveau de l'acceptation collective, dans la compréhension commune. Après, vous avez raison, mais il faut savoir si votre perspective est égoïste, dans le sens où c'est votre inconscient à vous, ou si vous le considérez comme faisant partie, comme Jung en parlait, d'un inconscient collectif. Quoi. Et auquel cas, oui, là, il peut y avoir une différence. Hein? Oui. Si vous avez dit que, en fait, le monde est que mouvement, de ma conscience scientifique, je peux déduire que le temps et l'espace n'existent pas. Est-ce que vous voyez comme ça ou... Oui. Le temps et l'espace existent pour nous. Mais est-ce qu'en soi, il existe? Les Égyptiens, par exemple, dans l'époque pharaonique, avaient une autre vision des choses. Pour eux, le temps, il ne passait pas. Le temps, il était stable. C'est nous qui passons à travers. C'est de mainframe... des instants de mouvement, quoi. Encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais d'élévation de la conscience. Plus la conscience est basse, plus elle est piégée par les apparences des choses. Plus le temps nous apparaît réel, plus l'espace nous apparaît réel, plus on élève la conscience, plus on découvre que les choses ne sont pas aussi matérielles, aussi dogmatiques, mais que ça peut être perçu autrement. Et nous avons, nous, une perception humaine de la réalité. Mais il y a une perception animale de la réalité, il y a une perception végétale de la réalité, il y a une perception peut-être
divine de la réalité. Nous sommes à un degré intermédiaire de perception, de compréhension de la réalité. Mais la plupart des grandes philosophies nous disent, à un moment donné, si vous élevez la conscience, à un moment donné, ce monde va finir par vous apparaître vraiment, totalement illusoire. C'est fini. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'y être. Parce que le fait d'y être, c'est justement pour découvrir la farce. Ça prend du temps. Mais ceux qui l'ont découvert, ils ne reviennent pas. C'est comme quand vous allez voir un spectacle. Une fois, ça va. Mais quand vous avez compris, vous ne revenez pas. Merci pour la question. Une toute dernière. Je me demandais, vous avez bien dit l'émerveillement, c'est du... Oui. Ouais. Vous répétez. L'émerveillement s'éduque. C'est quoi? S'émerveiller, ça s'éduque. Si on commence très tôt avec les enfants, à leur faire découvrir une fleur qui s'ouvre, à lui faire prendre conscience, à attirer son attention dessus, et à éveiller cet émerveillement, alors vous allez en faire tout de suite, à l'âge de 3 ans, 4 ans, un philosophe. Parce qu'un philosophe, la définition du philosophe, c'est celui qui s'émerveille. Un point, c'est tout. Désolé pour Hegel. C'est pas forcément quelqu'un qui sait beaucoup de choses et qui n'arrive pas à se faire comprendre. C'est celui qui s'émerveille. Lisez Hannah Arendt, lisez la grande philosophe genevoise dont le nom... Jeanne Hersch, qui disait que les philosophes avaient une grosse responsabilité dans la catastrophe du monde moderne. Parce qu'en tant que philosophes, ils auraient dû nous alerter sur ce qui se passe. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas alerté sur la catastrophe métaphysique de l'Occident, ils n'ont pas alerté sur beaucoup de choses. Et à force de perdre l'essentiel, on a perdu le sens. Et les philosophes ne nous ont pas prévenus, ne nous ont pas rendus attentifs à ça. C'est pour ça que moi je plaide pour la philosophie à la manière classique. La philosophie comme art de vivre, et pas juste. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai édité un livre récemment avec quelques autres de mes amis philosophes. Vous l'avez là? La philosophie, un art de vivre, avec 8 ou 9 philosophes, parce que pour moi c'est l'essentiel. Comme disait Jean Kelevitch, on peut vivre sans philosophie, mais avec, on vit mieux. Merci infiniment.